Bonjour à tous, je suis Lorelai. Et moi, c'est Léa. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire L'éperon. Bonjour à tous. Nous revoilà 2 semaines après la publication de la version doublée de notre épisode avec Daniel Bluman. Vous avez été nombreux à écouter et commenter cet épisode et d'ailleurs, puisqu'il vous a plu, continuez de le partager autour de vous, notamment avec vos amis anglophones. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, alors vous savez bien que Daniel n'était pas le seul invité avec lequel nous avons eu la chance d'enregistrer à l'occasion du CSI 5 étoiles de Chantilly. Nous y avions aussi rencontré Jérôme Guéry, le cavalier belge qui s'apprêtait alors à amorcer son expérience olympique et qui en ressortit médaillé de bronze avec son équipe. Et puis 2 autres invités, dont notre invité du jour. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses de partager avec vous la conversation que nous avons eu le privilège d'enregistrer avec le dresseur, l'acrobate, l'artiste Larsen Lupin, pour le citer, Mario Loracci. Dimanche après-midi, jour de Grand Prix à Chantilly, Mario nous a accueillis dans sa propriété à quelques kilomètres du concours. Après une rapide visite des écuries et de ce site singulier et dépaysant, nous nous sommes installés en marge de la grande cheminée centrale qui siège dans cette maison tipi étonnante et nous avons alors amorcé une longue conversation avec Mario. Comment se définit-il ? Quel est son rapport au cheval, son rapport au cinéma ? Quelle trajectoire a-t-il emprunté pour devenir le dresseur reconnu qu'il est aujourd'hui à l'aune de son 74e anniversaire ? On vous laisse découvrir ce récit de vie avec Mario Loracci. Bonne écoute. Cet épisode est soutenu par Fautra. Fautra propose des vents fabriqués en France au style chic, épuré et identitaire et disposant des dernières technologies et innovations pour le bien-être des chevaux, la facilité d'utilisation et l'autonomie des cavaliers. Issu d'une famille de passionnés de chevaux depuis 5 générations, Jean-Luc Fautra est un cavalier émérite de concours complet. Avant d'arriver sur le terrain de la compétition, une épreuve supplémentaire l'attendait aux écuries. Monter son cheval dans le vent une place de son père, marchand de chevaux à Saumur. Surtout, ne monte pas le cheval dans le vent avec le pont, lui répétait inlassablement son père. Avant chaque embarquement, il démontait donc le pont et le remontait une fois le cheval à l'intérieur. Le temps perdu à enlever le pont était largement compensé par la rapidité d'embarquement des chevaux. Il ne restait qu'un pas pour transformer le pont en porte. En 1992, après avoir importé avec son épouse Marie de Noël de Vincenzy pendant 10 ans des vents britanniques qui ne les satisfaisaient plus en tant qu'utilisateurs quotidiens, il décide de mettre ses idées en application. La marque Fautra est alors née. Avec la commercialisation de leurs vents Made in France avec ouverture à l'américaine, Fautra devient le pionnier européen en matière de vent sans pont. Depuis sa création, le confort et la sécurité des chevaux durant le transport est le leitmotiv de cette entreprise familiale. Autour de ces valeurs, ils imaginent et développent des concepts toujours plus innovants et performants. Depuis 2011, c'est le fils Jean-Léonard Fautra qui reprend les rênes de l'entreprise. Fautra en quelques chiffres, c'est 8 trophées de l'innovation, un coup de cœur développement durable en 2011, 8 dépôts de brevets européens et un prix de l'innovation en 2007. Si vous voulez en savoir plus ou contacter un membre de l'équipe Fautra, vous pouvez directement vous rendre sur le site internet www.fautra.com. Retrouvez aussi l'entreprise Fautra sur Instagram et Facebook. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Mario, c'est quelqu'un qui a révolutionné toute une génération d'artistes équestres. Moi, quand je l'ai rencontré, j'ai su ce que je voulais faire de ma vie, tout simplement, parce que j'étais passionnée de cheval, mais je savais pas, j'aimais pas forcément la compétition, je voulais pas être prof d'équitation, donc quand je l'ai rencontré, oui, ça a été une révélation, j'ai su ce que je voulais faire. Et puis c'est quelqu'un qui est unique. Il y a eu un Mario Loracci, il n'y en aura jamais 2, de toute manière. C'est 512 films, c'est des cascades inoubliables, c'est des scènes de cinéma inoubliables aussi. Il a sa signature, je pense que c'est quelqu'un qui a marqué vraiment toute une génération. Tout le monde l'a copié, tout le monde a cherché à faire la même chose que lui, à essayer de le surpasser. Et dans la cascade, c'est le numéro 1 mondial, ça c'est incontournable. Il est incontournable dans sa spécialité. Et oui, je pense que en plus, l'homme est attachant aussi, donc c'est une vraie personnalité. C'est aussi bien à cheval que dans la vie. Donc après, c'est quelqu'un de marquant, c'est sûr. Bonjour Mario. Donc tout d'abord, je voudrais vraiment commencer cet échange
en laissant sortir le chien et en vous remerciant. Je vous suis très reconnaissante d'avoir accepté de faire cette interview avec nous et je sais que l'exercice du média, c'est pas forcément ce que vous préférez dans votre quotidien. Comment vous définir? Alors, vous êtes cascadeur, dresseur, cavalier, vous êtes plus généralement ce qu'on appelle un homme de cheval. Pour préparer cette interview, on a lu beaucoup et donc en lisant les articles, la presse et puis tout ce qu'on peut trouver à votre sujet, j'ai trouvé un article qui vous définit comme ça: Mario Loracci, le dresseur cascadeur aux 500 films. Donc pour le cinéma, vous avez dressé des chevaux, vous les avez convaincus de réaliser des exercices complexes, d'évoluer dans des environnements peut-être hostiles au départ. Dans cet épisode, nous, on va parler de vos méthodes, de vos incroyables aventures et succès, c'est sûr. Mais avant ça, j'aimerais bien comprendre un peu mieux qui vous êtes et peut-être comment est-ce que vous êtes devenu le dresseur cascadeur aux 500 films que vous êtes aujourd'hui. Vaste sujet. Vaste sujet pour commencer, ouais. C'est pas le plus simple. Non, je dois dire que tout simplement, au début, j'étais pas passionné du cheval. Hein. C'est à force de voir des westerns et surtout ça a été un déclic un jour où j'ai rencontré les Indiens, si on peut dire, sur des livres et sur des phases. On m'avait donné un livre parce qu'à l'époque on fallait passer le certificat d'études avant d'entrer dans un collège technique. Donc on m'avait donné, en attendant que je reçoive mon certificat d'études, que j'ai eu par un miracle absolument incroyable, on m'a donné un petit fascicule de Disney, bizarrement, qui parlait des Indiens. Ils avaient fait plein de fascicules comme ça, genre fourmis, des trucs un peu n'importe quoi, n'importe quel sujet. Et là c'était les Indiens, et il y avait une phrase de Custer qui m'a énormément marqué, qui a été le déclencheur de tout. C'est que j'étais très étonné parce que c'était la grande époque où les Indiens étaient toujours mauvais dans les films et qu'on fallait combattre de sauvages épouvantables. Et Custer disait: lorsqu'on attaque un camp indien, qu'on tue femmes et enfants, on appelle ça une grande victoire. Et lorsque les Indiens attaquent un fort en tuant des militaires, on appelle ça un massacre. Et j'étais interloqué par ça. Et j'ai voulu en savoir plus. Et en fin de compte, je suis rentré dans le monde des Indiens avec ça. Et j'étais toujours attiré par ce côté cheval de la chose en même temps, mais c'est le déclenchement d'une rencontre également d'un feuilleton qui s'appelait Les Indiens, qui a été fait par Robert Vialet et dont un des principaux acteurs s'appelait non pas Alain Emery, était le principal acteur, mais surtout le personnage le plus important, c'était un gars qui s'appelait Tanka et qui était Robert Motura. Et donc j'ai écrit à Robert Vialet, qui à l'époque, Dieu merci, il n'y avait pas 2000 lettres comme on reçoit, ou 3000 ou 5000 ou 25 000 lettres comme peuvent recevoir aujourd'hui les personnages importants. Là, il m'a répondu gentiment en disant que tout compte fait, lui, il avait fait ce film-là comme il en aurait fait n'importe quoi d'autre, et que le personnage intéressant, il s'appelait Robert Motura, et du coup, j'ai écrit à ce Robert Motura, qui m'a répondu également, ce qui a été d'une gentillesse incroyable. Et une chose qui m'avait énormément marqué dans son côté un peu fou de la chose, c'était un décorateur qui était complètement avec un talent fou, puisque après il a inventé la vallée des Peaux-Rouges. Après il y a eu un gars qui s'appelait également Philippe Cartaner, qui était son partenaire et producteur du film Feuilleton les Indiens. Ce personnage-là, après on a créé avec lui le Salon du Cheval. Donc on est à la base d'énormément de créations parce que c'est des gens qui avaient 25 ans d'avance, malheureusement qui n'avaient pas le sens du business, si je puis dire, productif. C'est-à-dire que même billet de 100 francs, il servait 3 fois, donc ce qui vous fait une perte de 200 francs. Et donc ça crée des problèmes. Mais ils avançaient et ils créaient énormément de choses, et c'est ces gens-là qui m'ont fait évoluer. On est allé faire des remakes du Feuilleton Les Indiens, ce qui m'a fait faire la connaissance il m'a invité avec ses enfants et tout ça sur le tournage, ce qui m'a fait faire la connaissance de Pierre Aubanel, du monde de Camargue, en fin de compte, parce qu'on tournait à Saint-Rémy-de-Provence, et de connaître un peu tout cet envers du décor. Il y avait le cirque, les gens de cirque, parce qu'à l'époque, les chevaux de couleur, il y avait que les gens de cirque qu'on avait. Et donc j'ai connu les Sabas, j'ai connu Falk, j'ai connu tout ce monde du cirque, qui était assez étonnant. Et je suis rentré dans un espèce de monde
parallèle artistique, un peu étonnant, et j'ai voulu en savoir plus, surtout pour les gens de cirque. Et il m'avait dit c'est magique lorsque vous claquez des doigts et vous avez le cheval qui tend la main, ou le cheval qui se met à genoux, ou le cheval qui fait des choses. Donc je voulais savoir qui était à la base de cette magie. Et ils m'ont expliqué qu'en fin de compte, eux, ils dressaient pas les chevaux, ils les achetaient tout dressés. Et que c'était un gars qui vivait en Espagne, ils avaient acheté les chevaux en Espagne. Et donc du coup, j'ai voulu en savoir beaucoup plus. Malheureusement, mon père, avec 2 coups de pied aux fesses, m'a renvoyé aux études. J'ai bâclé très très vite mes diplômes. Et je suis parti en Espagne directement au stop. Avec le nom d'un bar et le nom d'un gars. Et vous montiez pas encore à cheval, vous n'étiez pas encore au contact? J'étais monté, au cirque, ils m'avaient quand même... comme j'étais très très bon en gymnastique, ils étaient en train de faire des travails de barre fixe, et ils s'y prenaient pas très bien pour faire les retourner et passer d'une barre à l'autre, parce qu'ils voulaient essayer les barres russes. Et donc, en échange de cette technique... eux, ils m'ont donné des cours d'équitation. Enfin, ils ont essayé de me massacrer gentiment en équitation. Parce que les premières leçons, c'était plutôt du genre sans selle. On me posait sous le cheval et on me faisait tourner en rond avec un petit bâton dans le dos pour être sûr que je ne me tienne nulle part. Et ça m'a valu à peu près 9 chutes. Mais cool, quoi. Sauf que le lendemain, je pouvais plus bouger. Mais ils m'ont permis quand même de me dégrossir très très fort pendant 2 mois. Ce qui fait que j'avais acquis une assiette très intéressante, mais aucun savoir technique, mais assiette indécollable. Compte tenu aussi en même temps de la technique de gymnase que j'avais, qui était quand même des très bonnes bases. Et suite à ça, je suis allé en Espagne, en stop, j'ai mis un temps fou. J'ai passé la frontière, j'avais pas de passeport, donc... c'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas tout ça, donc ça se passait assez cool. Et c'est des Basques, très gentiment, qui m'ont fait passer la frontière avec le béret basque, comme on peut dire. Et je me suis retrouvé en Espagne et je suis arrivé à Salamanca, où habitait le gars. Et je rentre dans ce fameux bar qui s'appelait La Concha. La première personne à qui je demande, la personne se retourne, c'était le dresseur. C'est incroyable, non? Ça, c'est... Je me suis dit, ça c'est un signe de vie extraordinaire. Et je suis resté à peu près 4 mois et demi avec lui, parce que j'ai eu la chance que c'était en fin de compte un gars qui dressait des chevaux pour la famille d'Alvaro Domecq, père, et donc qui beaucoup plus tard ont fondé l'école de Rérès, qui aujourd'hui est vachement connue, mais je me suis retrouvé dans le berceau de ça, quoi. Et grâce à ça, après, je suis parti au Portugal travailler un peu, et après, j'ai eu un coup de fil de Robert Motura qui me disait de revenir pour créer la Vallée des Peaux-Rouges. Donc, comme c'était resté quand même ma passion plus forte que le cheval, j'avais appris un travail technique avec le cheval, mais j'utilisais le cheval, j'avais pas encore cette passion du cheval et cette espèce d'aimant épouvantable et en même temps féerique qui est l'animal, quoi. Donc pour l'instant je l'utilisais, tout me semblait facile, donc pas très compliqué. On vous demandait pas de haute école et de choses un peu spéciales, on demandait une maniabilité et un cheval qui avait un peu peur de rien. Ça, bon, j'ai très vite appris à faire ce genre de choses. Tout coulait de source, mais ma fixette, c'était les Indiens, tout le temps. Et donc, je suis revenu d'Espagne avec juste une paire de sarrones, c'était des chaps, et une selle. C'est tout, et j'ai commencé... on a construit la Vallée des Peaux-Rouges, qui était le 2e parc d'attraction d'Europe. Donc il y avait la mer de Sable en premier et la Vallée des Peaux-Rouges ensuite. Là, ça a été bénéfique, enfin extraordinaire, puisque je vivais comme un Indien. Donc pendant 3 ans, on faisait le couillon dans les animations. On a tout créé comme ça avec Robert Motura au début, puis après il est parti. Et nous, on a continué avec Philippe Cartaner. Et ça a duré jusqu'en 69, si je puis dire. Il y a eu 68. Fin 68, j'ai démissionné. Mais j'ai appris énormément de choses à la Vallée. J'étais devenu directeur d'animation.
malgré mon jeune âge, et ça m'a appris plein de trucs, quoi, déjà. Entre autres, monter à cheval. C'est là que j'ai fait ma première rencontre en 67 avec le monde du cinéma, puisque moi j'avais un cheval que j'avais dressé, et à partir de là, ça c'est... j'ai vu, parce qu'à l'époque, c'est là que j'ai rencontré Debut de Roseville, Madame Hardy, François Nadal, Claude Carliez, les gens qui beaucoup plus tard deviendront mes mentors en fin de compte, parce que c'est des gens qui m'ont poussé après dans le monde du cinéma. Eux, ils ont découvert quelqu'un qui était pas maladroit avec les chevaux, ce qui était relativement facile à l'époque parce que c'était les catcheurs qui montaient à cheval, donc c'était pas des grands cavaliers. Hein. Les gars avaient pas une formation, même les cascadeurs, comme Yvan Chiffre, comme André Cagnard, qui travaillait au Lido après, où on a mis les chevaux sur tapis roulant. C'était des cavaliers plus qu'avaient appris sur le tas. C'était pas des cavaliers qui avaient une formation de cavalier réelle. À part l'attelage, au début de Roseville était le numéro 1 de tout ce qu'on peut imaginer, avec Bernard Céléron, qui est devenu après mon maître d'attelage. Et là, j'ai mis un premier pied dans le cinéma, quoi, si je puis dire. Bon, après, ça a duré un peu. J'ai refait quelques films avec eux, mais rien d'incroyable, des petits trucs. Et lorsque je suis parti, étrangement, j'ai été contacté par un gars qui s'appelait Macchia et qui avait créé un ranch à la Pommeraye, à côté de Dreux, et qui avait créé en fin de compte les Rangers de France, en tenue comme les je dirais les polices montées du Canada. Ils avaient exactement ce genre. Je crois que ça existe toujours d'ailleurs, j'en sais rien. Et voilà. Et donc il avait besoin de dresser une dizaine de chevaux, donc j'ai dressé. Je suis resté presque 7 ou 8 mois. Je lui ai dressé ses chevaux. On a fait quelques démonstrations ensemble. Et après, j'ai décidé de monter un club à moi-même, m'appartenant. Et là, j'avais un exemple fantastique qui existe toujours, ça s'appelle le Galley River, qui est ici dans la région, et où j'avais acheté d'ailleurs un de mes premiers chevaux. Et je voulais créer un truc comme ça et tout, donc je me suis adressé à l'Institut de France, qui était propriétaire de ces terrains, pour essayer d'avoir un terrain aussi comme ça et tout. Et je suis tombé sur une femme absolument incroyable, parce qu'il faut dire que à l'époque, j'avais une tenue quand même un peu spéciale. C'est-à-dire que je vivais un peu comme un Indien, donc j'avais les cheveux jusqu'ici. J'étais habillé très souvent comme un Indien. Alors ce qui faisait un truc assez drôle, c'est que, par exemple, j'avais un jean, un pantalon noir, avec des conchos en argent, une ceinture en argent. Enfin, j'étais un peu sortais du truc un peu spécial. Après, c'est devenu, il y avait le côté hippie de la chose, donc tout le monde pensait que j'étais peut-être un hippie, mais j'avais rien à voir avec les hippies. Et donc du coup, je suis allé m'adresser à l'Institut de France. Alors c'est assez étonnant d'arriver à l'Institut de France avec, je ne sais pas si vous connaissez le quai Conti à Paris, c'est quelque chose d'incroyable, c'est fantastique. Hein. Ça a été fondé, c'est les académiciens. Donc c'est des gens en tenue, grande tenue et tout. Et moi je suis arrivé avec mes mocassins, avec mes conchos en argent et toutes mes conneries. Et je dois reconnaître que ça m'a fait rire. J'étais un peu choqué au départ parce qu'en plus j'avais un joli chapeau noir avec une bande en argent. Et j'enlève mon chapeau bien entendu pour rentrer dans le bâtiment. Et lorsque j'arrive dans le bureau de la dame, je suis introduit dans le bureau de Madame Persin. Elle me regarde, puis elle me dit, dites donc, vous êtes un peu original, hein. Et donc elle m'a expliqué qu'elle pouvait pas me donner un morceau de forêt parce que j'aurais pas le droit de construire dedans. Mais par contre, elle pouvait me donner un vieux moulin que si j'avais du courage, je pouvais toujours retaper. Et j'ai retapé ce vieux moulin. Donc, et ça a été le début de ma carrière, si je puis dire, indépendante et totalement 100% équestre. Je vais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit quand vous êtes arrivé en Espagne que vous n'aviez pas encore la passion, l'aimant du cheval et de l'animal. À quel moment est-ce que ça vous est venu, cette passion-là, ce déclic ? Et aujourd'hui, comment est-ce que vous pourriez l'exprimer ? Le déclic, il vient lorsque, par exemple, j'ai commencé à vivre sous mon tipi à la Vallée des Paux-Rouges. Là, le déclic a commencé puisque je vivais 24 heures sur 24 avec mon cheval. Je l'entravais
Et il dormait en dehors de mon tipi, quoi, sauf quand il faisait un temps pourri. Mais petit à petit, cette relation, j'ai braconné beaucoup quand j'étais jeune à la Vallée. Donc je chassais avec lui. Donc automatiquement, je lui ai appris à se coucher, déjà en premier pour pouvoir charger le cadavre de l'animal qu'on mangeait, parce que je tannais les peaux, j'ai vraiment tout fait, j'ai vraiment vécu comme un Indien. Et c'est à partir de là que ça a commencé, cette complicité. Parce que j'ai eu cette chance d'avoir un étalon fantastique qui s'appelait Orlando, et qui avait, d'un seul coup, on a eu cette relation... c'est la relation, elle se crée du fait de vivre avec. Vous savez, quand on dit un cheval s'attache à la personne, et ce cheval-là, par exemple, il est mort en faisant un spectacle avec Pierre Brice au dernier moment, quoi, en Allemagne. Et mon grand regret, c'est que j'ai pas pu l'enterrer. Parce que effectivement, j'étais en Allemagne, dans un pays complètement rien à voir avec la France, quoi. Donc j'ai pas pu me débrouiller pour l'enterrer quelque part. Et on a fait un spectacle. Par exemple, il commençait à être fatigué, donc je l'avais emmené juste pour. À l'époque, j'avais pas 50 000 chevaux, donc je l'avais emmené juste pour. J'avais personne pour s'occuper des chevaux à la maison, donc je l'ai emmené quand même avec. Et malgré tout, je le faisais travailler quand même parce qu'il avait une pêche. Hein. Il est mort, il avait 20 et quelques années. Mais il avait une patate, il avait du jus tout le temps. Et alors il faisait toujours l'imbécile quand le spectacle commençait. Et il gigotait dans tous les sens avec ça. Puis alors, du coup, je m'étais dit en Allemagne, je vais le faire travailler quand même, comme ça il sera tranquille et tout. Et il se comportait à merveille. Il soufflait pas ni rien. Il n'y avait aucun prémisse qu'il allait terminer sa vie. Et un jour, je fais le spectacle avec lui complètement. On rentre. Et là, j'ai senti qu'il y avait un problème. Et il est mort un quart d'heure après, il s'est couché doucement, et il est mort dans le box. Il avait fait son dernier spectacle. Et c'est extraordinaire, c'est pour ça que j'essayais toujours d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas de captivité, que ce soit pour un animal de cirque qui vit dans une cage, ou que ce soit pour un cheval qui vit dans un box, et qui travaille avec l'homme, il n'y a pas de captivité. Il y a une complicité, un travail donné. Si on regarde bien la notion de la liberté que nous avons, nous, elle est quand même très superficielle, parce qu'en réalité, on suit un parcours et on est régi par des lois qui sont quand même assez étonnantes. Si vous regardez bien, vous pouvez pas faire... En France, actuellement, vous pouvez pas... Moi, j'ai connu la France avec une liberté quasi totale. Aujourd'hui, vous pouvez pas faire 50 mètres sans un interdit. Ne serait-ce qu'un panneau publicitaire, un panneau de route, de n'importe quoi. Vous faites pas 50 mètres sans un interdit. Ou alors, faut être en race campagne, ou au fin fond de l'Auvergne, ou quelque part comme ça. Et encore, dès que vous êtes arrivé au bout de la route, vous allez avoir un stop, vous allez avoir un truc. Donc, vous avez toujours un interdit. Donc, en réalité, notre notion de liberté, elle est quand même très, je dirais, superficielle. Puisqu'il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire. Donc, ou pour ne pas nuire aux autres, ce qui est tout à fait normal, ou parce que c'est la loi, parce que c'est comme ça, et parce que c'est la rigueur du pays, quoi. Donc, je trouve qu'à partir du moment où un animal, on s'occupe d'un animal, et qu'on s'en occupe bien, il aime ce qu'il fait. Ce qui est fantastique dans le cheval, une des premières choses que j'ai appris dans le cheval, c'est que un cheval qui fait de la cascade, de la corrida, quel que soit le travail qu'il fait, labourer les champs ou autre chose, il aime ce qu'il fait. Sans ça, il ne le ferait pas. Il ne se soumettra pas. Et moi, mon premier combat contre les gens qui sont des protectionnistes sans savoir de quoi ils parlent, c'est ça qui est le plus insupportable. C'est que chaque fois, je suis 200% pour la protection, puisque j'ai fait voter plein de lois au cinéma pour les chevaux et qu'on arrive à les sauvegarder et tout, et qu'on ne maltraite pas les chevaux au cinéma. Eh bien, on est quand même beaucoup trop souvent jugé par des gens qui savent pas de quoi ils parlent. Et qu'ils adhèrent à un truc parce que ça fait bien d'adhérer au truc. Mais je trouve aussi condamnable quelqu'un qui a 2 bergers allemands et qui vit à Paris, ou un berger allemand et qui vit à Paris et qui le sort une demi-heure le soir pour faire pipi caca. Je trouve que la vie du berger allemand, elle n'est pas terrible. Hein.
D'attendre son maître toute la journée dans l'appart et se faire chier toute la journée dans l'appart, vaut mieux être un berger allemand vivant chez Mario Lurachi. Au moins il peut se détendre un peu plus. On peut en attester. Voilà. Mario, il y a un mouvement émergent très en vogue en Europe, ici en France, c'est l'éthologie. Cette science, comme nous le mentionnait Andy, a été importée des États-Unis et elle vient, je pense, elle est dérivée aussi de toutes ces méthodes, peut-être des Indiens. Est-ce que vous pensez que vous êtes, par définition, par extension, éthologue vous aussi ? Peut-être pas le titre, mais en tout cas dans la méthode, dans la manière de réfléchir et d'essayer de considérer l'animal dans avec son milieu et son fonctionnement cognitif, disons naturel en premier lieu. Alors je vais vous dire, commercialement parlant, c'est vachement génial. Dans la réalité, sincèrement, ça fait 5000 ans qu'on fait de l'éthologie. Bien ou mal. Si votre façon de débourrer un cheval est assez cool, décontractée, maintenant on a plein de façons de faire. Du moment qu'elle n'est pas au préjudice de l'animal, elle est bonne. Du moment qu'il n'y a pas de brutalité, elle est bonne. Et chaque fois que j'ai eu l'occasion de discuter avec Monty Roberts, qui est le père de ce mouvement, si on peut dire. Et Monty Roberts, très honnêtement, d'ailleurs, je venais moi de travailler un poulain de 3 ans et demi qui commençait très bien, un beau pas espagnol, une très belle pirouette, des changements de pied. Il était quasiment terminé au job et donc il m'a demandé de lui montrer ça. Et donc j'ai montré tout ce que faisait le cheval, c'est-à-dire révérence, coucher, tout ce que vous avez pu voir hier. Tous ces trucs-là, maniabilité extraordinaire parce que le cheval était vraiment bon. D'ailleurs, dans un film, il saute par une fenêtre tout seul, le cheval, et en prenant un appel de la longueur de la table parce qu'on était dans un château et la pièce était petite, donc il a quand même sauté par la fenêtre et il a fait un bond de 2,50 m en arrivant au sol en bas. Donc il faut quand même avoir déjà un cheval qui a une bonne patate. Et je lui ai montré tout ce que faisait le cheval et Monty Roberts, très honnêtement, m'a dit, je fais pas le quart de ce que sait faire ce cheval-là. Je sais pas enseigner à un cheval le quart de ce qu'il sait faire. Donc, l'éthologie, si c'est juste pour faire des promenades de samedi et dimanche, c'est extraordinaire. Mais maintenant, si on tombe sans aucune critique, parce que je pars du principe, tant qu'une méthode n'emmerde pas un animal, elle est parfaite. Et que vous avez un résultat. Dans le cheval, ça fait 5000 ans qu'on fait de l'éthologie. La seule chose que j'ai vraiment inventée, c'est un cheval en feu. C'est la seule chose que j'ai vraiment mis au point et que j'ai inventé. Tout le reste de dressage où j'ai cru que j'étais innovateur, j'étais un couillon, elle avait déjà été faite 100 ans avant moi, j'ai découvert que dans un truc de cirque ça avait déjà été fait, ou dans un autre truc c'était déjà fait, donc je n'ai fait que remettre au goût du jour. Mais l'éthologie équestre, c'est du marketing pour moi. Si vous prenez par exemple l'éthologie, vous avez remarqué que combien de temps dure, d'après vous, combien de temps dure un stage d'éthologie? 3 jours. Vous êtes d'accord avec moi? Eh ben, les problèmes, ils arrivent le 4e et le 5e jour. Parce que le cheval, au début, c'est logique que vous arrivez quand vous êtes un professionnel, et pas idiot, c'est logique que vous en tant que propriétaire, vous n'avez pas l'expérience du professionnel, ce qui est logique. Donc, mon geste à moi, il est 2 fois plus précis. Il est deux fois plus explicite pour le cheval. Quand je tiens un cheval, un petit mouvement de chez moi vaut largement un grand étonnement de chez vous. Donc, le cheval est étonné. Donc, automatiquement, il ne peut plus prendre le dessus du propriétaire, qui a commis des tas de petites erreurs débiles dont on fait attention. C'est là-dessus où il prend du dessus. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons affaire à des animaux, quand je parle du cheval, dominés. Vous avez toujours par des petites choses, et c'est des toutes petites choses de rien du tout, qui font qu'un beau jour, le cheval devient presque rétif. Parce que vous avez laissé passer plein de choses, et il finit par tellement vous casser les pieds par plein de trucs qu'il devient insupportable, comme un mauvais gamin qui crie sans arrêt ou qui fait que ce qu'il veut. Et donc, avec un professeur derrière qui lui serre un peu la vis, le gamin, il va immédiatement se mettre au pit. Et il va subir les ordres. Et quand il aura commencé, donc il lui faut 3 jours, 4 jours maximum pour comprendre où il peut contester.
Et c'est exactement ce qui arrive, sauf que la plupart du temps, quand le stage est terminé, vous rentrez chez vous avec le cheval, et on rentre dans la période où il va commencer à contester ce qu'on lui a expliqué. Et vous vous retrouvez souvent dans le même caca. Pour un peu continuer sur cette lignée, Mario, ce qui m'a un tout petit peu interpellée, c'est quand vous avez dit j'ai inventé qu'une chose, c'est le cheval en feu. Donc je pense qu'on a tous déjà vu vos exploits là-dessus. À quel moment est-ce que quand vous faites du spectacle et du cinéma, etc., avec les chevaux, quel est le curseur aussi, et à quel moment est-ce qu'on place le curseur entre le bien-être et l'intégrité du cheval et ce qu'on leur demande, tout l'apprentissage qu'il y a derrière? Comment est-ce qu'on fait pour leur apprendre à les dresser tout simplement, tout en les respectant toujours? C'est une question simple et très compliquée en même temps, parce que c'est une question relationnelle. Donc il y a toujours une question relationnelle. Vous avez toujours, c'est comme les gens. Ce que l'on oublie, c'est que ça pense. Un cheval, le seul inconvénient du boxe, si je puis dire, et en même temps l'avantage, c'est qu'il a, par exemple, vous travaillez 2 heures et il lui reste quand même 22 heures pour réfléchir. Et ça réfléchit quand même. Ça n'a pas d'intelligence analytique, mais ça réfléchit. Donc, le fait de l'avoir en boxe, c'est très intéressant parce que ça vous permet de l'avoir à portée de main, si je puis dire. J'ai dressé des bisons. Et la critique que m'avait fait la commission, parce qu'il faut passer devant une commission, c'est les dessins que j'avais faits pour pouvoir dresser mes bisons. Il m'avait dit que le corral dans lequel je tenais mes 10 bisons était trop petit par rapport au truc, je dirais, à la surface vitale que nécessite un bison. Et j'avais expliqué que même mes chevaux, je les travaille pas en prairie, je travaille mes chevaux dans un box d'abord pour les sceller, les brider, pour les avoir sous la main avec quelque chose qui me permet d'être avec eux en permanence très proche. Donc c'est important, et j'ai fait la même chose avec les bisons. Donc après, le comportement des bisons est pas le même que celui des chevaux. Donc. Mais je dirais que l'important, c'est d'avoir le cheval à votre main au début, pour lui apprendre des règles à suivre. Ces règles même, c'est-à-dire que on vit dans un monde. Demain matin, vous pouvez pas vous dire ça y est, je rejette la société. Non, vous vivez dans une société, on vit dans un système, on vit dans un travail. Il faut s'adapter à ça. Si vous voulez après vous détacher, il faut d'abord connaître parfaitement bien le milieu dans lequel vous vivez pour pouvoir l'utiliser pour faire ce que vous avez envie de faire. C'est la même chose avec le cheval. Il faut d'abord qu'il ait une discipline, qu'il ait un travail pour qu'on comprenne sur quoi il est le mieux doué et l'orienter dans ce qui saura faire le mieux et qui va l'ennuyer le moins possible. Et pour ça, il faut un certain temps. Mais pour ça, il faut que j'ai sa complicité. Parce que s'il me donne pas quelque chose, je peux pas deviner où il est capable de faire. Je vais un tout petit peu changer de sujet, Mario, parce que vous le savez, dans ce podcast, donc on interviewe pas mal de personnalités des sports équestres. C'est vrai que puis en plus de ça, on est assez axé CSO de par nos expériences personnelles. Mais c'est intéressant de pouvoir aussi aller croiser justement les avis là-dessus, confronter les avis là-dessus. Et je suis certaine que vous avez aussi votre avis, vous, sur le sport, le sport, comme on l'a vu à Chantilly hier, aujourd'hui, où on est en ce moment. Est-ce que vous pourriez, vous, nous donner un peu votre ressenti face au sport, aux événements sportifs, à ce qu'on fait quand même endurer aux chevaux, même si, encore une fois, vous l'avez dit, ces chevaux-là aiment ce qu'ils font, sinon ils ne le feraient pas. Ça reste quand même beaucoup d'épreuves pour eux. Quel regard est-ce que vous portez finalement sur les sports équestres ? Moi, je suis 100% pour les sports équestres, de toute façon, parce que je suis pour l'exploit avec le cheval, donc je peux pas être contre les sports équestres. Après, le gros souci, toujours, que ce soit dans les chevaux ou dans n'importe quoi d'autre, c'est que souvent on est jugé par des gens qui savent pas de quoi on parle. Ça c'est mon plus grand problème là-dessus, c'est que beaucoup de gens parlent d'une chose et ils ne savent pas de quoi ils parlent. J'ai sauté avec des chevaux, qui venaient de Vaugirard d'ailleurs. J'ai sauté avec ces chevaux-là. Effectivement,
vous êtes pris dans le sport, si je parle du jumping ou des courses, c'est un peu la même chose. Vous êtes pris dans un espèce de carcan de production quand même, pour survivre. Parce que on parle toujours des champions et de ceux qui gagnent, on parle jamais de ceux qui perdent. Il y en a quand même un paquet de gens qui tirent la langue du côté financier, du côté... C'est quand même des sports qui coûtent. Et un cheval, on a eu le Covid là, eh bien, moi, j'ai pas coupé la bouffe de mes chevaux pendant le Covid, et ils ont continué à manger. Mes frais à moi n'ont pas diminué. On a une chance extraordinaire de vivre dans un pays où le gouvernement nous a donné un coup de main incroyable, fantastique. Mais mes frais réels existants de fonctionnement de société, n'ayant pu un rapport d'aucun centime, n'ayant pu gagner rien, c'est notre premier spectacle depuis 2 ans. Donc, mes chevaux, vous avez vu, ils sont en parfait état. Ils n'ont pas maigri d'un demi-gramme. Les chevaux, on a continué à les travailler, on a continué à les soigner, on a payé le personnel de la même façon. On a fait tout ça parce que, effectivement, j'ai eu l'idée intelligente, en bon gestionnaire, de garder... Je me suis toujours dit, après les premières crises, que j'ai connu pas mal de crises, vu mon grand âge, donc à chaque fois je me suis dit, il faut garder l'équivalent d'une année complète pour qu'on puisse faire face au cas où un jour il y a un problème. Il y a une guerre ou n'importe quoi, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus rien, il n'y a plus de film, il n'y a plus que dalle, donc il va falloir quand même continuer à nourrir les chevaux. Donc je m'étais gardé 1 an comme ça d'avance, où je me disais, c'est pas grave, on attend, on va taper dans la cagnotte et on va vider la cagnotte. C'est pas grave, c'est que de l'argent. Donc ça va, ça vient. J'ai plein d'objets, j'ai vendu plein d'objets et tout. Je m'en fous. C'est des choses qui... Ce n'est que... Bien sûr, j'aime mes selles, j'aime mes objets de collection, j'aime tout ça, mais... L'état d'esprit d'un Indien, c'est ce que j'ai vachement retenu chez les Indiens, c'est qu'à un moment donné, lorsque vous êtes dans la muse, il faut être capable de renoncer à tout sauf à sa famille. Je me suis toujours dit, après les premières crises, que j'ai connu pas mal de crises, vu mon grand âge, donc à chaque fois je me suis dit, il faut garder l'équivalent d'une année complète pour qu'on puisse faire face au cas où un jour il y a un problème. Il y a une guerre ou n'importe quoi, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus rien, il n'y a plus de film, il n'y a plus que dalle, donc il va falloir quand même continuer à nourrir les chevaux. Donc je m'étais gardé 1 an comme ça d'avance, où je me disais, c'est pas grave, on attend, on va taper dans la cagnotte et on va vider la cagnotte. C'est pas grave, c'est que de l'argent. Donc ça va, ça vient. J'ai plein d'objets, j'ai vendu plein d'objets et tout, je m'en fous. C'est des choses qui... Ce n'est que... Bien sûr, j'aime mes selles, j'aime mes objets de collection, j'aime tout ça, mais l'état d'esprit d'un Indien, c'est ce que j'ai vachement retenu chez les Indiens, c'est qu'à un moment donné, lorsque vous êtes dans la muse, il faut être capable de renoncer à tout sauf à sa famille. Donc voilà, donc ayant cet état d'esprit-là... J'ai vendu aux États-Unis plein d'objets indiens. J'ai fait des ventes sur des selles et sur des brides et des machins que j'avais. Ça se voit pas, parce que non, ça se voit pas. Parce que j'en avais tellement, j'ai tellement entassé, empilé. Parce que j'entasse pas l'argent, j'entasse plutôt les objets, parce qu'au moins l'objet, ça vit, ça touche. Et les souvenirs. Voilà, et c'est fait des choses fantastiques. Mais voilà, mes chevaux, ils ont mangé tous les jours et c'est important. Et donc que ce soit dans le concours ou ailleurs, vous avez ou au trot ou au galop, vous avez au galop on a un peu plus de chance parce qu'on a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui investissent. Il y a du sponsoring aussi dans le concours hippique, mais un jeune qui veut démarrer dans le concours hippique, c'est dur, Donc vous êtes obligé, on est prisonnier de cette performance pour pouvoir arriver à gagner un peu sa vie. Donc des fois, vous poussez le bouchon un peu loin, mais ça, c'est la vie, ça. Ça ne me choque pas. Je ne suis pas choqué tant que je verrai des chevaux avec un joli poil, bien entretenu, beau, lavé. Je suis 100% pour. Vous admirez ce qu'ils arrivent à faire, ces cavaliers-là, avec les chevaux, qui est un travail foncièrement différent du vôtre, de ce que vous pouvez faire. Je l'ai fait, Parce que j'ai fait Japlou quand même, donc c'est vrai. Donc on a fait toutes les publicités Hermès, donc je sais ce que ça veut dire de sauter et je suis très admiratif. De toute façon, j'admire tous les gens qui réussissent
quelle que soit la qualité, du moment que c'est bien fait. J'adore ça. Parce que, moi, en plus, je suis l'Arsène Lupin le plus élégant dans le cheval qui puisse exister. C'est-à-dire, dès qu'il y a un bon truc, je le pique. Donc c'est aussi simple que ça. Il faut toujours piquer un bon truc. Et j'ai beaucoup de plaisir parce que hier, même si on n'adhère pas au concours hippique, vous avez les meilleurs cavaliers mondiaux. Donc c'est fait avec un tact, c'est fait avec une finesse, c'est fait avec un doigté exceptionnel. Donc ça on peut le regarder pendant 10 jours, on va jamais s'en lasser. Donc et c'est la même chose quand je vais au Prix d'Amérique, mais c'est extraordinaire. Je vois les plus beaux chevaux au monde qui vont à la plus grande vitesse qu'un cheval peut aller au trot. Mais en plus, il y a une ambiance de 40 000 personnes. C'est extraordinaire l'envoûtement que ça peut avoir et tout. À gros niveau, à grand niveau, c'est extraordinaire le sport. J'aimerais qu'on rentre un tout petit peu plus dans la technique de votre métier, pour essayer aussi un peu de mieux comprendre votre travail. Est-ce que vous pourriez, donc on vous l'a dit, vous êtes le cascadeur aux 500 films, vous en avez fait énormément. Vous avez cité Japlou, mais il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre travail pour le cinéma, comment les choses s'organisent en amont, pour les chevaux, pendant le tournage, etc. Alors déjà, une chose importante dans le cinéma, c'est que souvent, vous avez un réalisateur et le producteur qui viennent vous voir 6 mois avant, parce qu'ils préparent un film. Japlou, Japlou, c'était carrément 10 ans avant que le producteur était venu me voir, parce qu'il a mis un temps fou à monter ça. Et parce qu'un film, c'est très compliqué à monter quand même. Et après, vous avez la partie technique qui vient vous voir et qui vous dit voilà, il y a ça, voilà, le scénario, c'est comme ça. Donc on travaille dessus. Donc on amène des idées, on voit ce qu'on peut faire, parce que ce qui me plaît, moi, dans le cinéma, au début, j'ai subi, comme tout le monde, au début, j'arrive avec mes cheveux longs, mon côté décontracté de la chose, et le côté un peu, je dirais, chien fou, parce que la cascade, c'est une adrénaline, hein. En plus, je voulais, avec mes chevaux, participer à des trucs. J'ai commencé avec la voltige, comme vous avez vu hier, la voltige cosaque, et d'abord le dressage. Donc déjà le dressage, je me suis retrouvé en face d'un taureau. Donc c'est une adrénaline. Ça, je pense qu'il faut avoir l'amour de l'adrénaline pour faire ce genre de job d'abord. Si vous n'avez pas ça et que vous commencez à avoir peur, c'est pas la peine. Hein, faut changer de métier. Vous n'êtes pas fait pour ça. Et moi j'aimais le risque. J'ai toujours aimé le risque. Donc automatiquement, quand j'étais petit. Je sautais, j'habitais au 5e étage, je passais par la cornière au 5e étage pour entrer dans la cuisine de ma mère. Donc j'ai sauté sur les barres. Vous savez, dans les immeubles, vous avez les barres de dilatation qui relient les immeubles comme ça. Bon, au 5e étage, j'ai plongé sur cette barre et je faisais un soleil. Donc et après je redescendais. C'est des trucs qui m'excitaient quand j'étais déjà gamin. Et donc là, après, avec les chevaux, j'ai voulu faire des choses étonnante. J'ai appris à coucher un cheval, j'ai appris à asseoir, à faire plein de choses avec le cheval. Donc après, j'ai voulu tomber avec le cheval. Donc j'ai eu la chance, en dressant, de tomber sur les chevaux qui avaient la même adrénaline que moi, quoi. Et donc c'est comme ça que petit à petit, j'ai poussé le bouchon de plus en plus loin. Mais j'ai toujours cherché à faire du technique. Pour moi, un bon cascadeur, parce qu'en plus, je suis arrivé à l'époque où les cascadeurs, ils comptaient le nombre de fractures. Tandis que pour moi, un bon cascadeur, c'est où vous pouvez pas compter les fractures parce qu'il n'y en a pas. Donc, c'est ça. Bon, malheureusement, vous avez toujours... Le plus dangereux, c'est l'entraînement, d'ailleurs. C'est pas quand vous arrivez sur un film avec le cheval dressé. Mais à l'entraînement, vous savez pas comment ça va se passer. C'est là que vous morflez. Je parle de l'homme, hein, je parle pas du cheval. Parce que le terrain est toujours très souple. Donc le cheval il risque rien et on le prépare petit à petit et il y a que le cheval qui est adapté qu'on voit que l'état d'esprit est bon, qu'on pousse. Vous pouvez pas pousser, c'est pas avec mes petits bras de rien du tout que je vais faire plier 550 kilos, hein. Ça n'existe pas ça. S'il le fait, c'est parce qu'il est 100% d'accord. À part les câbles qu'on a fait interdire, donc tout va bien. Mais
c'est l'adrénaline qui vous motive à faire de plus en plus. Et vous savez exactement à l'avance quelles vont être les cascades à réaliser, comment donc vous travaillez un cheval, vous avez un certain nombre de mois pour amener un cheval à réaliser un exercice donné. Non, d'abord j'ai déjà le cheval, hein. Donc automatiquement en 3 mois c'est quasiment rarissime que vous pouvez arriver à former le cheval. Bien sûr. Il faut un an de débourrage et de dressage, hein, et il vous faut 1 an d'expérience sur le cheval. Et à partir de là, je peux commencer à le préparer à une cascade ou à une autre. Mais avant, non. Ça marche pas. Et vous avez déjà vécu un échec avec un cheval? Bien sûr, j'en ai vécu plein. Bien sûr. S'il y a un gars qui vous dit qu'il n'en a jamais vécu, c'est que c'est le plus gros monteur que la Terre ait jamais porté. Bien sûr. Puis vous avez des chevaux avec qui vous vous entendez pas du côté caractère. Donc la seule chose fantastique de l'expérience, c'est que ça vous permet d'éviter de perdre du temps. Vous êtes un homme de cheval, je pense qu'on peut le dire, chef d'orchestre. C'est le seul snobisme que j'ai, c'est de dire que je suis un homme de cheval. Qu'est-ce que c'est pour vous d'ailleurs un homme de cheval? Je comptais pas poser cette question-là, mais... Un homme de cheval, pour moi, c'est quelqu'un qui vit, qui pense et qui est cheval, tout simplement. C'est-à-dire que je suis l'homme le plus chiant du monde. Si heureusement j'ai une femme qui aime le cheval et qui a la même passion que moi, sans ça, je serais le mec le plus chiant du monde. Vous vivez, vous ne pensez qu'à travers le cheval. Bon, j'ai aussi d'autres passions, des antiquités, des armes et plein de choses comme ça, mais c'est pas ça qui m'occupe. Ce qui m'occupe, c'est le cheval. Il faut respirer, il faut sentir cheval. Je suis incapable d'aller au bord d'une plage pour bronzer. J'ai pas de mal à l'imaginer. Ce que je voulais dire à la base, c'était que vous êtes donc un homme de cheval, mais vous êtes quand même... Enfin, ma question, c'est est-ce que vous êtes quand même un businessman aussi? Parce que vous avez quand même fait énormément de films. Tout ça, vous avez réussi à le transformer en un métier, parce que le dressage, les Indiens, etc., vous avez beaucoup appris, mais vous avez vraiment réussi à le transformer pour que ça devienne un business aussi. Le métier, il existait avant moi, hein. Oui. Je n'ai fait que rentrer dans le métier. Vous faites quand même partie enfin, vous êtes le meilleur en France aujourd'hui. Oui, mais je pense que c'est l'avantage de... Oui, parce que moi, en réalité, je fais pas que les cascades au cinéma. J'ai créé un spectacle à Las Vegas, j'ai créé plein de spectacles partout. C'est là-dessus où j'ai gagné beaucoup d'argent. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Au cinéma, quand vous travaillez, vous gagnez beaucoup d'argent. On est super bien payé, hein. Donc après, vous avez des gens qui ont la mentalité. Je connais des chefs cascadeurs qui ont une mentalité maison Phoenix. Ils s'achètent une petite maison Phoenix, c'est leur truc. Moi, je préfère mourir le plus pauvre du cimetière en ayant vécu le plus fantastique du monde et en ayant dépensé tout le pognon que je gagne pour me faire plaisir. Parce que l'argent, ça ne sert qu'à ça. Celui qui est prisonnier de l'argent pour ramasser l'argent, il va enrichir un banquier. Je vois pas l'intérêt. Moi, ce que je veux, c'est m'enrichir moi-même du plaisir que j'ai de vivre. Donc, mon fric, je m'en contrefous. Je vois un très très beau cheval. Bien sûr, il y a peut-être que là-dessus où je discute pour acheter un cheval. Je discute le prix, mais je vois un beau véhicule ou je vois un bel objet indien ou un truc. J'ai investi des sommes folles dans les objets indiens. Parce que j'ai l'amour de l'objet, je le touche, je le regarde et c'est un bonheur. D'ailleurs, chez vous, c'est quand même qu'on le dise, parce que les auditeurs vont pas avoir les images, mais c'est un musée. Oui, bien sûr, bien sûr. On est au milieu d'un musée, on pourrait être au milieu du Montana, quoi. En plus, exactement. Et en plus, je suis fils d'émigré, donc je suis venu en France, j'avais l'âge de 10 ans, on vivait à 4 dans la taille de ma cheminée, donc... Vous avez une grande cheminée, mais pas pour vivre à 4, quand même. Ouais, mais si, on vivait quand même à 4 là-dedans, faut pas croire, on n'était pas des émigrés, on est des émigrés avec le racisme des Français, parce que vous avez beau dire ce que vous voulez, aujourd'hui, ça se décontracte un peu avec tout ce qui est... émigré parce que il y a un côté gauchiste de la chose qui fait une espèce d'émotion sur les émigrés, ce que je peux comprendre, mais à l'époque où vous aviez un contrat de travail, on vous mettait un coup de pied au cul et on vous renvoyait du pays où vous êtes venu, même l'Italie. Donc voilà, mon père il est venu une première fois, il s'est fait virer et on l'a ramené, il est revenu après avec un contrat de travail et il a travaillé 3 ans dans des conditions que je dirais pas très catholiques avant de nous faire venir nous
Et lorsque nous on est venus, on était logés comme des émigrés, quoi. Quand je plaisante pas, quand je dis qu'on vivait à 4 dans la taille d'un cheminée, c'était à peine plus grand que ça, quoi. Mon frère et moi, on dormait dans un couloir. Donc voilà, mais on a travaillé. C'est aussi une fierté d'être parti de rien, parce que c'est un avantage en même temps. Vous partez de rien, donc même un paquet de chewing-gum c'est un plus. Donc, mais vous partez de rien, mais on a bossé samedi, dimanche, tout le temps, toute ma vie j'ai travaillé. Je crois que la seule période de ma vie où j'ai glandouillé un peu, c'est quand j'allais à l'école. Mais en dehors de ça, j'ai fait que travailler. Mais en même temps, j'ai réussi, effectivement, on peut dire que j'ai réussi, puisque pour moi, la réussite, c'est le jour où j'ai eu les moyens de m'acheter un cheval au prix où on me l'annonçait. Pour moi, j'ai considéré que j'avais réussi dans ma vie, parce que j'avais dans ma poche, parce qu'à l'époque, on payait tout en liquide, j'ai toujours eu dans ma poche de quoi acheter un cheval. Et ça, j'avais estimé que j'avais réussi dans la vie. Vous anticipez du coup ma question suivante, qui sera, je pense, aussi une des dernières. Si vous deviez faire la rétrospective de votre vie, aujourd'hui, vous avez 73 ans si je me trompe pas, est-ce que vous diriez qu'elle vous convient? Est-ce que vous êtes satisfait d'avoir vécu ce que vous avez vécu? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir poursuivi le bon chemin? Être sûr d'avoir suivi le bon chemin, on n'en sait rien. Disons que si j'avais recommencé ma vie, à part 2-3 conneries que j'ai faites involontairement d'ailleurs des fois, je voudrais revivre exactement la même. Malgré le, vous pouvez pas connaître ça. Vous êtes, en France, personne relativement peut connaître ça. La faim. Lorsque vous êtes pauvre, en Italie, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Vous passez devant un magasin genre charcuterie et vous salivez. Parce que rien que l'odeur de la nourriture vous fait saliver. Et vous n'avez pas les moyens de vous acheter ce qu'il y a dedans. Et je trouve que ça, c'est une fantastique expérience dans la vie, parce que ça vous donne une réalité. Et même aujourd'hui, lorsque je fais un bon repas, comme on a fait hier sur le jumping et tout, j'en apprécie toute la saveur. Et j'apprécie ce que je regrette, c'est d'avoir, bien sûr, de vieillir, parce que, effectivement, quand j'ai continué à voltiger jusqu'à 67 ans, ce que vous avez vu hier. Voilà. Puis après, j'ai perdu de la vitesse et de l'élégance, et là, c'est là que j'ai arrêté. D'ailleurs, le jour où je ne serai plus élégant à cheval, j'attellerai des chevaux et j'arrêterai de monter. Vous anticipez ma question, c'est que aujourd'hui on est dimanche, hier vous avez fait un spectacle à Chantilly, vous allez aller travailler un cheval, vous nous l'avez dit, jamais vous n'êtes lassé de ce travail et de vivre auprès des chevaux. Et quand vous arrêterez de monter, vous serez encore avec eux. Vous êtes obligé. Je sais d'abord parce que je sais rien faire d'autre. J'aurais pu être antiquaire, mais au bout d'un moment ça me gonfle. Mais c'est intéressant de temps en temps. J'ai construit cette maison, il y a plein de trucs que j'ai appris tout le temps pour me mêler de plein de trucs, mais non, vous pouvez pas vivre sans les chevaux, c'est impossible. Donc c'est une question de drogue, c'est une drogue, de toute façon, le cheval. C'est la plus belle drogue du monde, Donc voilà, mais ce qu'il faut, c'est de l'ennuyer le moins possible au monde. Mais même si je l'emmerde un peu dans l'apprentissage, moi l'école ça m'a pas fait rire, mais de temps en temps quand la vallée des Peaux-Rouges ça marchait pas l'hiver, j'ai eu un mois ou deux où j'ai sorti mes diplômes et je suis allé bosser chez Dassault et je gagnais 4 fois ce que je gagnais à la vallée des Peaux-Rouges, donc j'y suis quand même retourné à la vallée des Peaux-Rouges parce que je respirais mieux, la campagne était belle, la vie était super, je vivais sous un tipi avec mon feu de bois et c'était absolument fantastique. C'est des rêves, et en plus j'étais payé pour ça, donc c'est quand même incroyable, non? Merci beaucoup Mario. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette phrase. Vivre sans les chevaux, c'est impossible. Vivre. Absolument. Impossible. D'ailleurs, je remercie tous les jours les gens que je vois dans les embouteillages aller bosser et qui, d'ailleurs, quand je fais mon spectacle qu'on va reprendre en 2022, la première chose que je fais, c'est de remercier tous les gens
qui viennent me voir. Parce que d'abord, je suis le premier à être sidéré qu'on ait fait 3500 entrées de moyenne sur chaque spectacle. Et je les remercie d'avoir pris cette patience incroyable de prendre leur voiture, de se pourrir la vie dans les embouteillages, de se pourrir la vie dans le parking, de faire la queue pour rentrer et de s'asseoir rien que pour venir nous voir. Je trouve ça fantastique. Je les remercie parce que j'avoue franchement que j'ai pas cette patience. Et donc, je suis très admiratif devant le public et chaque fois que j'ai quelqu'un qui veut une photo ou quelque chose ou quoi, jamais je refuse ça. Parce que c'est grâce à ces gens-là que moi je peux vivre dans ma passion et avoir ce côté décontracté et de côté sympathique. C'est une bénédiction de Dieu, des dieux, si je puis dire, d'avoir pu vivre de cette façon. Merci Mario. Merci.